entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Franck Zégé, son combat contre Mathias Vargon, Macron, pitre en folie, Groenland, une invasion de dupes. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Franz Ambroche, Philippe Bohen, Manu Combe, ma chère Anissé et l'abeille. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien formidable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps, vous le savez, de très graves menaces sur la liberté d'expression. Alors comment faire ? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Retour sur le mauvais œil. L'infection oculaire du poudré a occupé quelques jours les réseaux sociaux, chacun allant de son diagnostic. Le stress, la maladie sexuellement transmissible liée à notre fondement. Vous voyez ce que je veux dire ? Usage excessif de farine ou marron dans l'œil. Pour couper court à toutes ces rumeurs, le poudré a trouvé la parade. L'œil du tigre après l'œil du tigre, les lunettes Top Gun. Non mais quelle touche, franchement. Mettre des lunettes de soleil quand tu as l'œil infecté de sang. Pourquoi pas ? Mais des lunettes un peu discrètes et élégantes pour tenir son rang de président de la République. C'est vraiment trop lui demander d'assumer sa fonction. Ne croyez surtout pas que cette image a été façonnée à l'intelligence artificielle. Oui, Emmanuel Macron s'est présenté à une réunion sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Regardez les visages de Larcher, président du Sénat, et Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale. Ils sont consternés. Et quel est le message qu'il veut faire passer, le poudré ? Après Rocky Balboa de l'œil du tigre, Tom Cruise, Top Gun, pilote d'avion de chasse ? Non mais franchement, on parle bien du même, d'Emmanuel Macron, ce freluquet ? En tous les cas, pilote d'avion de chasse, je ne sais pas, mais pour passer le mur du son, c'est sûr. N'oubliez pas d'enlever la cédille. Dans la presse, Macron est un objet de ridicule, et on en a encore une illustration. Les experts à l'international soulignent que la parole française, depuis son mandat, ne compte plus et que notre diplomatie est marginalisée. Quelle est la réaction du poudré ? De la com, encore de la com, de la mise en scène. Donald, I know it's very early in the morning for you. I'm sorry to call at that time. May I call you in 2 minutes with Zelensky, Starmer and... Il nous ressort des images de mai 2025. La gêne est au maximum, avec humiliation en prime pour la France à la face du monde. Horrible séquence où, une fois de plus, notre pitre national s'exhibe pour montrer comment qu'il n'est pas trop copain avec Donald Trump. Pour cette sombre nullité, la diplomatie s'est essentiellement paradée au milieu de la ridicule coalition des Chihuahuas. Personne pour lui rappeler que l'on est dans un conflit de dimension mondiale et que des hommes y meurent tous les jours ? Non. Pour lui, la seule chose qui compte, c'est de faire le kéké. Depuis 2017, chaque jour de la présidence de ce type aura été un calvaire. Avec ce type de mise en scène, qui plus est, il ruine tous les efforts de nos diplomates. Nous sommes donc marginalisés encore un peu plus. Totalement lunaire cet appel de Macron à Donald Trump qui date de mai 2025. La mise en scène, le fait d'avoir des journalistes au milieu de ce genre de tractation, le fait de le rendre public, le caractère propagande personnelle, oui, tout est lunaire. Et c'est ainsi que le perturbé Damien a remplacé l'action diplomatique en scène de théâtre. Eh oui, il se met en scène en se présentant aux yeux des Français comme un héros génial. Mais quelle inversion ! C'est ridicule et surtout c'est désastreux au niveau diplomatique. Nous avons été chassés d'Afrique, la signature du Mercosur, j'en parle dans quelques instants, et les multiples humiliations mondiales. Consternant. Quant à sa moitié, c'est la même chose. Elle fait la fête. Les Français souffrent et elle s'amuse. Je souhaite
à toutes les victimes de cyberharcèlement de savoir rebondir comme Bribri après cette épreuve. Il faut ajouter que l'objectif de Bribri à Disneyland avait pour but d'apparaître sympa, généreuse, jeune. C'est le propre de l'image, hein. On vous met à côté d'enfants et vous apparaissez positivement aux yeux des Français. Staline en abusait. Cette com avait donc pour but d'effacer le naufrage Harry Habitant. Harry Habitant, 200 places vendues, l'humoriste annule tout. Le 12 février prochain, Harry Habitant était attendu à Bergerac, Dordogne, pour jouer son spectacle authentique. Mais l'humoriste vient d'être annulé, faute de places vendues. Voilà, Bribri essaie de se redorer son image et de faire oublier l'affaire des petites pièces jaunes. Vous en souvenez, le canard enchaîné avait révélé que Bribri aurait donné 2 millions d'euros à une association gérée par une amie e-enfance. C'est contraire, vous en doutez, au statut des pièces jaunes. Eh bien, sur les plateaux de télévision, on a entendu le témoignage d'une dame qui nous a expliqué que tout cela, c'était une énorme, grosse fake news de l'affreuse extrême droite. Tiens, mais qui a témoigné ? Une proche de Bribri, vous en doutez, vice-présidente de la Fondation des Hôpitaux de Paris. Alors, c'est vraiment une fake news ? Notre première drame serait victime d'une fake news. Sauf que tout ce que le canard enchaîné a révélé est parfaitement exact. Le plus grave, c'est que le service public se met au service de cette fake news en qualifiant de mensonge des faits qu'il reconnaît lui-même comme vrais. Régis de Castelnau dénonce l'utilisation de l'appareil médiatique public pour défendre Bribri dans l'affaire des 2 millions d'euros accordés à une association liée aux pièces jaunes, tout en validant en réalité les informations du canard enchaîné. Il fustige une confusion organisée entre fake news et révélations gênantes, appelle à une enquête de la justice et va jusqu'à souhaiter une baisse des dons aux pièces jaunes pour sanctionner ces dérives. Je lis parfois des commentaires qui m'expliquent que les infos que je donne sur Bribri ou le Poudré ne sont pas des infos importantes. Pardon, mais vous ne comprenez rien au monde dans lequel nous vivons. Vous devez le constater, tout est comme, il y a une guerre de l'image. Et le résultat, il est là. Législative partielle, Stéphanie Rist, ministre de la Santé, en tête au premier tour dans le Loiret, ce dimanche 18 janvier 2026. Mais comment des électeurs ont pu voter pour Stéphanie Rist, ministre de la Santé ? Eh bien c'est simple, je vous l'ai montré avec Bribri et Manu, elle bénéficie d'une couverture médiatique positive dans les médias aux ordres. Cette communication entre dans les foyers. Il faut absolument lutter contre elle parce que elle a deux effets. Le premier, c'est que certains imaginent que Stéphanie Rist est une dame formidable. Et puis, ceux qui voudraient voter contre sont en quelque sorte dégoûtés et ne vont pas voter. En montrant la réalité de cette communication, eh bien, on essaie de remobiliser les troupes. Derrière la com, donc, la réalité. 2 patients meurent sur des brancards au CHU de Rennes après avoir attendu plusieurs heures aux urgences. C'était le 15 janvier. Pendant que Bribri jerk sur les dance floors et que Manu œil du tigre se prend pour Churchill, les patients meurent dans les couloirs bondés des services d'urgence de France. Et le Parti socialiste offre encore sa confiance à ces escrocs ? Et c'est ce gouvernement qui vous fait payer le prix de son incompétence. Rappelez-vous, il y a quelques mois, le ministre de la Santé avant Stéphanie Rist. Maladie chronique, vous pourriez bientôt ne plus être remboursé. Heureusement, ce projet a été retoqué. Si je résume, le ministre de la Santé, Stéphanie Rist, Renaissance, est arrivé en tête du premier tour de l'élection législative partielle Loiret 18 janvier devant le Rassemblement national. Les patients meurent aux urgences, l'ALD moins bien remboursée, il y a des déserts médicaux partout, et ils veulent mettre en plus la loi sur la fin de vie. Et il y a la crise Mathias Vargon. La médecine monstrueuse anti-humaniste, c'est le macronisme. Et les gens votent pour ces monstres. Je rappelle l'affaire Mathias Vargon. Le médecin Mathias Vargon, macroniste, et mari d'Emmanuel Vargon, ex-ministre d'Emmanuel Macron, déclare qu'il faut shooter de force contre la grippe, sinon on ne les reçoit plus à l'hôpital. Il faut donc bien comprendre que la Macronie essaie de nous vendre, avec sa com, une médecine anti-humaniste. Pour en parler,
Franck Zégé. Vous le connaissez peut-être, j'ai souvent diffusé ses tweets. Il a été très courageux pendant la période covidiste, il s'est opposé aux politiques covidistes et il a mené une action contre l'affreux Mathias. Allez, Franck, c'est à nous. Bonjour Franck, c'est un vrai plaisir de te recevoir dans ces entretiens, mais avant d'entrer dans le sujet qui nous intéresse, pourrais-tu te présenter succinctement? Bonjour, je m'appelle Franck Zégère, je suis médecin depuis un certain temps, puisque j'approche de la soixantaine. J'ai exercé dans plein de situations différentes, ce qui me permet d'avoir un bon regard sur la médecine. J'ai travaillé à l'étranger, ce qui était une belle expérience. J'ai travaillé à l'hôpital, j'ai travaillé en clinique, j'ai tenu un cabinet de médecine de ville pendant 20 ans. J'ai tenu effectivement un centre de vaccination. Et maintenant, effectivement, je travaille dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, donc dans les EHPAD. Donc, j'ai une vision très large de la médecine et de son évolution du fait de mon âge. Merci Franck. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un personnage qu'on aime bien dans ces entretiens, c'est Mathias Vargon. Attention, ironie bien évidemment. Qu'est-ce qui t'a choqué le 21 décembre dans son intervention à la télévision? Donc, le 21 décembre, il passe sur une chaîne bien connue, BFM, et donc il est interviewé par une journaliste à propos effectivement de la grippe. Et donc, il pousse sa gueulante en disant, bah, de toute façon, si les gens ne sont pas vaccinés, et là, on ne les recevra plus. Et donc, la journaliste dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Eh bien, si c'est comme ça, on ne les recevra plus. Donc, on est vraiment sur une annonce de discrimination en fonction d'un statut vaccinal, ce qui est absolument contraire à tout le code de déontologie. C'est comme si on refusait les gens parce qu'ils ont mangé du sucre alors qu'ils sont diabétiques ou parce qu'effectivement, ils ont fait du vélo alors qu'il y avait du verglas. Donc, on est sur une annonce de discrimination claire et nette. C'est donc inacceptable pour tout médecin qui s'entend. Donc, On a... Oui, 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 fini. donc Pardon. je décide de porter plainte. Et ben, la force des réseaux, c'est que je signale sur mon compte Twitter que je vais porter plainte. Et là, cette petite étincelle déclenche un incendie, puisqu'effectivement, ça a été énormément repris. Une députée européenne s'est associée à la plainte, un député de la circonscription, des chefs de partis politiques et surtout, beaucoup de citoyens, puisque aux dernières nouvelles, on a largement dépassé les 500 plaintes et que le Conseil de l'ordre a un petit peu de mal à traiter tout cet afflux de demandes. Alors on sent Mathias Vargon gêné par sa formulation. Il essaie de se défendre et il explique qu'il est victime d'un complot, et notamment lors d'une interview avec un journaliste du Point. Tu as réagi à ce complot contre Mathias. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Ben, c'est-à-dire qu'il utilise un moyen de défense qui est particulier parce qu'il nous traite donc d'antivax. Comme je vous ai expliqué, moi, les vaccinations, j'ai pas de problème. Que effectivement, ce sont des attaques ciblées sur sa personne, ce qui n'a rien à voir. Il fait même intervenir le fait qu'il soit d'origine juive. Franchement, j'en ai rien à cirer. Moi, je suis sur la déontologie. Par contre, ce qui m'embête, c'est qu'il a accès aux médias, ce monsieur, sans doute parce qu'effectivement, comme il est l'époux d'une ministre macronienne, ça doit faciliter, puisqu'il a même été effectivement sur RTL. Et sur RTL, il a repris ses éléments de défense habituels sans jamais faire le truc le plus simple du monde, qui aurait été de dire, ben, mes paroles ont dépassé ma pensée, il n'a jamais été question de discriminer les gens sur un statut vaccinal et puis on passait à autre chose. Non, 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 ce monsieur persiste. Il persiste et dans son allocution, dans son interview à RTL, il dit, de toute façon, je suis pour l'obligation vaccinale. Et là, on est sur un vrai débat qui est, qu'est-ce qui peut faire qu'on soit obligé de se faire vacciner? Alors d'aller sur ce débat-là, il a reçu des soutiens de poids, les socialistes bien évidemment, on est très étonnés, et également deux personnages, je vais pas dire des médecins, j'ose plus dire des médecins, mais des personnages que l'on connaît bien, qui sont intervenus très souvent pendant la pandémie, Karine Latombe, alors attention jeu de mots, et Molly Bobard. Est-ce que tu pourrais me parler de ces deux personnes? Ben, on se rend compte qu'on revient 5 6 ans en arrière et qu'il y a une fraternité des covidistes qui se tiennent tous par la barbichette en sachant que s'il y en a un qui tombe, ils tombent tous. Donc effectivement, Karine Lacombe s'est fait
bien connaître pendant la Covid par des messages qui étaient un petit peu étonnants, puisqu'elle disait qu'effectivement le vaccin protégeait de la contamination, alors que Pfizer ne l'avait même pas testé. Et Molimar s'est caractérisé pendant la Covid pour empêcher à tout prix le traitement que proposait le professeur Raoult, comme si l'objectif de sa vie, c'était d'empêcher qu'on puisse traiter les gens avec un médicament vieux de 50 ans qu'on connaissait sans effet indésirable. Il a même été jusqu'à participer à une étude qui annonçait 17 000 morts à cause de l'hydroxychloroquine, 17 000 morts dont étonnamment, il n'y a pas une famille qui s'est plaint d'avoir perdu son proche. 17 000, on aurait pu Oui. s'attendre à voir quelqu'un qui vienne dire mon pauvre papa, ma pauvre maman, et qui non, 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 on n'a pas vu un seul mort, un seul certificat de décès, pas une famille. Et puis cette étude a été lamentablement rétractée. Et ces gens-là sont toujours là et on leur donne un large écho. Avec de tels propos, ils se sont tellement discrédités, c'est sidérant que les journalistes continuent à leur tendre le micro. Il y a peut-être des relations politiques entre tous ces gens-là. Je voudrais revenir sur un propos que tu as dit. Mathias Vargon, il a une épouse qui a été ministre, mais qui ça? Alors, je crois que c'est je crois que son prénom c'est Emmanuel, et donc elle a été ministre, si je ne me trompe pas, parce que normalement ça ne devrait pas rentrer dans le champ de la médecine, mais tout est lié. Je crois que c'était au niveau de l'énergie ou de l'éco. Je crois que c'était Alors, elle a l'énergie. été ministre, sous-ministre du logement, et après, elle a été chargée, alors moi je connaissais un petit peu la réponse, elle a été chargée de la gestion de l'énergie, et notamment de l'énergie nucléaire. Mais elle a un rapport avec la médecine parce qu'elle a été sous-directrice de l'Agence nationale du médicament. La N, tu peux peut-être m'aider dans... La NSM alors. Voilà, exactement. Et elle est restée fameuse parce qu'elle a autorisé un médicament contre l'arthrose, c'est ça, je me C'est trompe pas, c'est ça. le Vioxx. C'est C'est ça, un anti-inflammatoire qui s'est révélé sacrément toxique et qu'ils ont retiré du marché à la va-vite. Moi, à l'époque, j'étais installé en ville, c'était en plein été où on a reçu une alerte en disant faut vite retirer tout le monde, prévenez tous vos patients, on arrête ça au plus vite. Et c'est après la mise sur le marché qu'on s'en rend compte, alors que dans les autres pays, ils le savaient déjà, ce qui est quand même toujours très suspicieux. Ah oui, parce qu'en fait, les États-Unis ont arrêté le produit. Il y a eu 50 ou 60 000 arrêts cardiaques. Je crois que ça provoquait des arrêts cardiaques. Et Emmanuel Vargon, après la rencontre avec les laboratoires Merckx, a dit non, non, on peut continuer. Donc, on voit la proximité de tous ces gens hein, avec les laboratoires. Alors, on a peut-être quelque chose, là, peut-être qu'on touche quelque chose. On s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on a un adversaire politique, il travaille plus ou moins, ou il est dans la sphère. On ne va pas faire des accusations qui pourraient nous emmener devant les tribunaux, mais enfin, ils sont assez proches des laboratoires. Toi, tu défends une autre approche de la médecine humaniste. Mais comment on peut la définir, cette médecine humaniste? La médecine humaniste, en fait, c'est terriblement simple. C'est que l'État n'a rien à voir dans la relation qu'a le patient et son médecin. Donc, dans la médecine classique, je suis patient, je choisis mon thérapeute et il y a une relation de confiance qui s'instaure dans le cadre du secret médical. L'État, l'État n'a rien à voir là-dedans. L'État doit donner les moyens aux médecins de travailler, il doit donner effectivement les moyens aux patients d'aller voir le médecin, mais l'État n'a absolument rien à faire dans la relation entre le thérapeute et le patient. Donc la médecine humaniste, c'est simplement que chaque individu est un cas particulier. En face de cet individu qui est un cas unique et particulier, il y a un médecin qui a des connaissances et il met ses connaissances au service de cet individu. Il n'est pas là pour soigner un troupeau en disant ben, tous les individus vont être traités pareil. Il doit prendre le temps de prendre chacun comme un cas particulier. Et ça, évidemment, ça veut dire que l'État ne met pas ses gros doigts là-dedans puisque ce n'est que du cas par cas. Mais est-ce que l'État veut qu'il y ait encore ces plages de liberté dans notre pays? J'en suis pas certain. Là, je voudrais revenir sur un de tes propos. Le troupeau, c'est exactement ce qui s'est passé pendant la pandémie. Et on a vu des gens, même, j'ai eu des cas, il y a eu des cas très célèbres dans le monde entier, qui avaient, par exemple, des allergies au vaccin, à qui on a dit non, non, il faut se faire vacciner, etc. C'est arrivé. Moi, j'ai des cas particuliers, Ah, notamment mais en Australie. C'est épouvantable. j'ai Bon, un exemple encore plus simple que ça, hein. Moi, j'ai beaucoup d'amis en Chine. Donc, un monsieur chinois qui s'était fait vacciner en Chine, qui arrive en France, qui avait des anticorps, donc sa sérologie, donc il était vraiment immunisé, mais la loi disait qu'il fallait qu'il se fasse une dose de Pfizer. Et donc, ouais. on avait un monsieur qui était vacciné, immunisé, mais dans le troupeau, pour être dans le troupeau, il fallait qu'il soit vacciné.
Bon, Donc, il cherchait désespérément à échapper à cette dose tout le monde savait que ça servait à rien. ouais. On ne va pas aujourd'hui critiquer. Non. C'est pas l'objet, mais je pense que tout le monde a compris qu'on n'était pas très favorable à cette politique. D'ailleurs, j'utilise un terme, la pandémie, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais par contre, Franck, bah, dans un prochain peut-être entretien, on reprendra tout ce qui s'est passé et tous les scandales pour que les gens se rappellent à quel point ils ont été trompés et manipulés. Tu es médecin, mais tu milites également dans un parti politique, lequel? Alors, donc moi, je suis le référent santé du mouvement politique citoyen, dont le président est Philippe Murer. Et pourquoi la politique? Ben, parce qu'effectivement, quand on est lucide, on se rend compte que les décisions ne sont plus des décisions scientifiques. Quand effectivement les choses sont imposées, que ce soit l'obligation vaccinale contre la grippe ou d'autres obligations, on se rend compte que ce sont des obligations qui se décident dans les mouvements politiques et non pas effectivement sur des critères scientifiques. Les meilleurs professeurs du monde peuvent dire non, il y a pas de preuves, il n'y a pas d'arguments. La décision, elle se prendra quand même, que ce soit au niveau du ministère de la Santé français ou au niveau de l'OMS. Donc, à un moment, ben, la lucidité fait que ben, il faut s'engager en politique. Donc, le mouvement politique citoyen m'intéresse parce que c'est un mouvement de souverainistes et que la souveraineté, pour moi, elle commence au niveau de sa santé. Donc, on est souverain sur sa santé, souverain sur son corps, et cette logique de je décide pour moi va jusqu'à mon pays, donc la souveraineté nationale, où c'est à mon pays de décider de ce qui est bon pour lui et non pas des autorités supranationales. Donc, il y a une continuité dans ce qui est le souverainisme. Est-ce que vous avez des solutions pour lutter contre la dérive, justement, dans les milieux de la santé qui Ouais. nous... Donc, on a fait des groupes de travail sur différents secteurs comme l'agriculture, la santé, la police, la justice. Mais particulièrement dans Donc, la au santé, niveau, qu'est-ce que vous prenez de exactement. manière un peu Donc, concrète? au niveau de la santé, le premier objectif, c'est déjà qu'il y ait plus de médecins sur le terrain, parce que c'est ça qu'attendent les Français. On parle de déserts médicaux. Effectivement, il y a des grosses difficultés pour accéder aux soins. Donc, notre première mesure, c'est déjà de fournir beaucoup plus de médecins à la population. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Dans un premier temps, on pourra toujours évaluer, on réduit le temps des études médicales pour rapidement avoir des médecins sur le terrain. Évidemment, on forme beaucoup plus de médecins. L'État se donne les moyens de former beaucoup plus de médecins. Au niveau des infirmiers, des infirmières, on revalorise les infirmières parce qu'on se rend compte qu'effectivement, les infirmières sortent de l'école et après, en quelques années, elles disparaissent parce qu'elles ont trop d'insatisfaction. Donc, effectivement, on revalorise. Ensuite, on veut des médecins, effectivement, qui soient attachés à faire de la bonne médecine, entre guillemets. Donc, au niveau de la formation médicale, on remet effectivement des études avec notamment l'histoire de la médecine et évidemment beaucoup d'éthique pour comprendre effectivement pourquoi on en est arrivé là. L'histoire de la médecine nous permet de comprendre beaucoup de choses qui se reproduisent aujourd'hui. Les épidémies, on connaît ça de tout temps. La gestion des crises, c'est quelque chose qui est connu. Donc, il faut vraiment que les jeunes médecins comprennent qu'on ne découvre pas tout à chaque fois. Il Là, y a du passé. j'allais oublier quelque chose d'important, mais le bon Mathias nous a dit que le serment d'Hippocrate, on pouvait le jeter un peu aux orties. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Le serment d'Hippocrate, c'est la base. C'est-à-dire que le serment d'Hippocrate, il permet effectivement que les médecins soient au-dessus de l'émotion du moment et que, effectivement, quelle que soit l'époque, il y a eu des guerres, il y a eu plein de choses. Le serment d'Hippocrate, il est au-dessus. Et donc, quand on commence à dire que celui qui est au-dessus ne compte pas, je crois qu'on a perdu vraiment beaucoup le fil. C'est ce qui nous permet justement de résister à l'émotion du moment. Soyons lucides, on est aujourd'hui en 2026, ce qu'on dit aujourd'hui ne sera peut-être plus vrai dans 5 ou 10 ans. Mais par contre, le serment d'Hippocrate, il sera toujours là. Voilà, il y a d'ailleurs les principaux commandements, c'est ne pas nuire. Primum Euh, novans non nocere. La voilà. première règle, effectivement, ne pas nuire. Qui peut revenir? On peut faire, on en reparle dans ça, je serai plus là, on en reparle dans 50 ans, dans 100 ans, cette règle, elle sera toujours là. Donc dire Et, non, j'en tiens plus compte aujourd'hui, c'est une folie. Mathias Vargon, il faudrait peut-être aussi lui rappeler que normalement, dans le serment d'Hippocrate, tu dois soigner quelle que soit Ouais. l'origine de la personne. Qu'est-ce qu'il y a Vous encore savez, d'autre?
dans mon parcours j'ai oublié, j'ai travaillé pendant 10 ans à la maison d'arrêt de la santé. J'en ai vu des salauds, hein, des, des gens qui étaient franchement pas fréquentables. Jamais je me suis posé la question de ne pas les soigner. Jamais. Je suis médecin. Serment Donc on d'Hippocrate. soigne. On soigne. On peut avoir un avis, on peut avoir, et puis la justice les juge, mais moi je suis médecin. Et donc j'ai Voilà. soigné les pires salauds du monde, oui, c'est clair. Et je crois également que dans le serment d'Hippocrate, si une personne a besoin de soins et qu'il est sans argent, tu as l'obligation de le soigner. Oui, et alors après on va s'éloigner sur un autre sujet, c'est le fait qu'on ait mis la médecine gratuite en France, avec effectivement le tiers payant qui fait qu'on ne paye plus rien. Moi, j'ai connu une médecine où effectivement les gens payaient leurs consultations et j'étais très fier d'avoir des consultations qui n'étaient pas payées. C'était moi qui faisais cadeau. Le Voilà. problème, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne paye. Donc, tout le monde passe la carte vitale. Donc, en fait, il n'y a plus d'acte gratuit, enfin, en fait, puisque passer la carte vitale, si je passe la carte vitale à quelqu'un qui ne peut pas payer, de toute façon, comme il ne paye pas, ça ne change rien. Donc, le système a un petit peu fait perdre cette notion aux médecins par le fait que tout soit gratuit. Moi, j'étais très fier. J'avais aussi les chèques à encaisser dans 15 jours, à encaisser dans un mois ou à encaisser jamais. Ils étaient dans mon tiroir et ça ne me posait aucun problème et j'étais fier de ce que je faisais. Ah, ça c'est, comment dirais-je, c'est ce qu'on appelle la médecine humaniste. Là, tu viens de Oui, décrire ce que c'est que la médecine humaniste. mais paradoxalement, elle était plus facile quand les gens payaient leur consultation que quand ils viennent juste avec la carte vitale et qu'ils n'ont rien à payer. Parce que celui qui est humaniste, c'est celui qui donne. Moi, quand vous faites une carte vitale à quelqu'un qui paye ou qui ne paye pas, vous ne faites rien, vous êtes juste un technicien. Moi, à l'époque, c'était moi qui décidais qui avait, enfin, qui Ouais, décidait. c'était Il y avait un contact direct. un contact direct. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je pense qu'on a fait le tour et on a dit l'essentiel. Est-ce que tu veux finir Ouais, par quelque chose qui te tient à cœur? ouais, j'aimerais qu'on comprenne que quand on met une obligation ou quand on met un interdit, c'est entre guillemets facile et en fait, c'est très complexe. À partir du moment où je décide qu'il y a une obligation, ça veut dire que derrière, je vais forcément mettre des sanctions pour les contrevenants, ceux qui ne respecteront pas l'obligation. Donc, quand dans le domaine de la santé, on commence à vous mettre des obligations, eh ben, on met le doigt dans un truc insupportable parce que derrière, ça veut dire qu'il y aura des sanctions sur votre santé. Donc, obligation telle que l'imagine M. Vargon, ça veut dire qu'effectivement, sur les professionnels de santé, d'ailleurs, il l'a déjà dit, c'est l'exclusion. C'est-à-dire qu'on est dans un domaine où on manque de soignants et on a quelqu'un qui nous dit, ben, s'ils ne font pas ce que je dis, ils sont exclus. Pas très sympa pour les gens qui en ont besoin. Et puis maintenant, il faut que les gens se posent la question, moi en tant que citoyen, si je ne me soumets pas, qu'est-ce qui m'arrive? Ben, aujourd'hui, on vous dit que vous n'aurez plus accès aux soins. Donc l'obligation, c'est un poison mortel. C'est la tyrannie. Exactement. C'est la tyrannie médicale. C'est absolument épouvantable. Eh bien, écoute, je te remercie, Franck, pour tes éclaircissements. Je crois que les gens ont bien compris quels étaient les enjeux de la médecine du 21e siècle. Merci beaucoup. À bientôt. Pour illustrer les propos de Franck, le fameux tweet de Mathias. J'en peux plus des citations du serment d'Hippocrate que les gens pensent graver dans le marbre. Heureusement, il a été modifié plusieurs fois, mais n'a aucune valeur légale. C'est le code de déontologie extrait du code de santé publique qui fait loi. Je rappelle que ce code de déontologie est bien évidemment influencé par le serment d'Hippocrate. Puisqu'on a évoqué la médecine du troupeau, eh bien évoquons les troupeaux maintenant. Mercosur, l'Union européenne a officiellement signé le traité de libre-échange avec 4 pays d'Amérique latine. Henri Guénaud, le jour où a été signé le traité avec le Mercosur restera celui où la France est devenue, au sein de l'Union européenne, un paillasson sur lequel tous les autres peuvent désormais s'essuyer les pieds. Mais pourquoi s'en priverait-il puisque nos gouvernants ne font rien pour faire respecter la France? Face à ce coup de force antidémocratique, la coordination rurale ne lâche rien. Blocage du dépôt Lidl de Cambrai. Les agriculteurs de la coordination rurale sont actuellement mobilisés à Cambrai pour bloquer une centrale des magasins Lidl. Et il y a aussi l'action juridique. Alerte, annonce de la coordination rurale.
La coordination rurale annonce qu'elle déposera plainte demain contre Pustula pour des faits qu'elle qualifie de massacre à l'encontre des agriculteurs. Une démarche judiciaire annoncée comme un acte politique fort, expression d'un ras-le-bol total face aux décisions imposées et à leurs conséquences humaines. La mobilisation continue, ne lâchons rien. Magnifique, nous dit Florian Philippot. Ce maire de l'Ardèche vient lui aussi de retirer le torchon bleu à étoiles de sa mairie. Et il déploie cette banderole. L'Union européenne nous tue, laissant flotter seul le drapeau français et transformant le drapeau de Lyon en paillasson. Des centaines, peut-être quelques milliers maintenant, on parle de 2600 mairies, ont déjà rejoint cette dynamique de libération nationale. Signez l'appel au maire de France. Allez, on ne lâche rien là encore. Et il n'y a plus un secteur en France qui ne soit pas touché par le projet européiste. Philippe de Villiers, Pustula veut contrôler les exportations d'armements qui font vivre notre industrie de défense. Son but est de créer une armée européenne en dépouillant l'industrie de défense française. Il y a du monde contre Macron et sa politique toxique. Il faut juste une chose, ne plus se laisser berner par sa com et surtout se mobiliser. International Info Live, Trump a annoncé l'imposition de droits de douane de 10% sur un certain nombre de pays européens en raison de la situation autour du Groenland. Personne ne touchera à cette terre sacrée, dit-il. À compter du 1er février 2026, tous les pays sus-mentionnés, Allemagne, Danemark, Norvège, Suède, France, Royaume-Uni, Pays-Bas et Finlande, seront soumis à un droit de douane de 10% sur toutes les marchandises expédiées aux États-Unis. Le message a été entendu par les Allemands. Classe de neige terminée pour 15 soldats allemands qui ont déjà quitté le Groenland aujourd'hui en fin d'après-midi après moins de 48 heures sur place. Les raisons ? Les soldats allemands se retirent du Groenland pour ne pas froisser les États-Unis ? La réponse est dans la question. Mais comment peut-on être aussi soumis aux États-Unis ? Bon, c'est simple. L'Union européenne a affaibli tous les pays européens en mettant en place la mondialisation. L'Europe est en quelque sorte contrôlée par les Américains. Il faut saluer l'intelligence stratégique des US d'avoir minutieusement sélectionné les young leaders européens sur plusieurs générations. Ces dociles outils d'ingérence, incapables de vision stratégique, s'avèrent être des bijoux de l'arbinisme, même dans leur timide opposition. Si après le Mercosur, le Groenland et la faillite organisée, malgré la censure, il n'y a pas de dégagisme puissant et populaire, alors les peuples européens sont soit plus idiots qu'eux, soit encore plus soumis. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy et la transition est toute faite. Les exercices au Groenland ont déjà commencé. 2 F-35A danois ont été accompagnés par un A330 MRTT ravitailleur français lors des opérations en Atlantique Nord. Pas besoin de combattre, les F-35 danois seront désactivés. Impressionner les US avec des F-35. La meilleure blague de l'année. Sondage exclusif de cette page Fantasy. Les Français sont pour envoyer quelqu'un contre les Américains au Groenland. OSS 117, rififi sur la banquise. Oui, 97% des Français veulent envoyer Emmanuel Macron seul combattre au front si la France devrait s'engager au Groenland. Il faut peut-être rappeler que les Américains ont déjà des bases au Groenland. Transition énergétique et page Fantasy. Le chancelier Merz reconnaît enfin l'ampleur du désastre de la transition écologique allemande. Il y a peut-être quelques raisons à ce désastre. Ah ouais, quand même. Chaque degré de réchauffement augmente les violences conjugales de 5%. Ah ouais, quand même, la bêtise, quand on voit le niveau de violence conjugale dont sont victimes les femmes en Suède, il doit y avoir un élevage d'abrutis près de la maison de la radio et France Inter. Et la première matinale de France en fait un tweet. C'est dire le dégât dans les cerveaux. Pourtant, à une époque, qu'est-ce que j'ai pu aimer cette radio, populaire, drôle, intéressante ? Rien ne dure. Mathieu Boccoté. Rien n'est plus déphasé et bas de gamme oublié qu'un écolo
décroissant. Comme dans ses entretiens, Mathieu Bock-Côté annonce donc la fin de Greta Thunberg et du nouvel ordre mondial. Mathieu Bock-Côté annonce la destruction de l'extrémisme climatique et l'autodestruction de l'élite européenne qui s'accroche au mondialisme. Budget. Le cornu et son regard diabolique. Cette année, nous serons à 5% de déficit. Nous y arriverons. Une liste de nouvelles dépenses, aucune économie concrète et un objectif de déficit à 5%. Quand on a un tel déficit et endettement, on évite de continuer à dépenser comme un cochon, on sabre et on se concentre sur le régalien. Et les pistes d'économie sont connues, notamment démanteler l'État socialo-escrolo. Pensez à la ville de Nantes. Nantes, ce que Paris nous envie, ça c'était il y a des années. Et aujourd'hui, faut-il quitter Nantes? Le résumé de l'évolution de Nantes au bout de 2 mandats de Madame Roland, socialo-escrologiste, et dire que ce sont ces gens-là qui empêchent la France de s'en sortir. Quand le gouvernement français tient à un fil qui pèse 1,78% des votes à la présidentielle, c'est que le game est fini. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.